Bon, bah, il n'y a pas à dire, ils ont quand même vraiment du savoir-faire chez Pixar, surtout quand ils ne s'entêtent pas à faire des suites franchement dispensables. Tu vas y arriver. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique de En Avant, le dernier film des studios Pixar. Les studios Pixar, pour moi, ça reste quand même une grosse valeur sûre dans le domaine de l'animation. C'était un studio qui avait quasiment fait un sans faute sur ses premiers films. Je trouve que les moins bons films commencent à arriver à partir de Cars, où là, bon, bah Cars, je suis pas un énorme fan, mais ça va encore. Mais bon, Cars 2, pas terrible. Cars 3, vraiment, j'ai pas aimé non plus. Voilà, dès qu'ils ont commencé à faire des suites à leur licence, on sent que bah, ça a perdu en qualité, en implication. Mais il n'y a pas non plus que les suites. Je pense à Brave, qui n'est pas un film extrêmement réussi, Rebelle, je crois en français. Le Voyage d'Arlo, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Mais voilà, ils ont réussi à faire un espèce de retour en grâce récemment avec Vice Versa, extraordinaire, Coco aussi. Donc bah, là, on est avec En Avant, un nouveau film original. Je vous avoue que c'est le genre de film que je ne rate pas. Je vais forcément le voir, probablement Day One, c'est ce que j'ai fait. Parce que bah, quand Pixar nous propose quand même des univers extraordinaires, des univers fabuleux, des univers inédits, bah, ils ont mon ticket de cinéma. Voilà, ils ont raison. Mais après, c'est pas signe de garantie. Mais est-ce que grâce à En Avant, ils ont réussi à me provoquer l'émotion, le dépaysement qu'ils ont réussi à faire avec Coco ou avec Vice Versa? Réponse dans cette critique. Et donc, En Avant, c'est l'histoire de Yann et de Bradley, deux frères qui vont partir dans une quête à la recherche d'une pierre pour réussir à terminer un sortilège qui leur permettra de passer 24 heures avec leur père qui est mort quand ils étaient très jeunes. C'est-à-dire que Bradley l'a connu quelques années et même Yann ne l'a jamais connu. Il vit avec ce manque-là. Et donc, bah écoute, ils vont partir dans une espèce de quête extraordinaire. Évidemment, le tout se déroule dans un univers d'heroic fantasy avec des trolls, des dragons, des manticores, voilà, différentes choses liées à la fantasy, mais dans un univers où la magie a plus ou moins disparu parce que la technologie a réussi à la remplacer. Et donc, c'est un univers avec plein de choses extraordinaires, mais finalement, pas si magique que ça parce que bah, ils sont comme nous, ils sont 80% de leur temps sur leur téléphone portable. On est donc sur un scénario qui est vraiment typique de ce genre de film. On est sur une fameuse quête de personnages qui partent à l'aventure pour réussir à, bah, on va dire, exaucer leurs souhaits, obtenir ce qu'ils veulent. C'est un scénario qui est finalement très fonctionnel sur le principe, mais Pixar sait manier ces scénarios. Ils ont vraiment un savoir-faire pour réussir à créer de la densité dans tout ce qu'ils racontent et à faire en sorte que le message du film vraiment se distille tout au long de l'aventure. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus avec les films Pixar, c'est que comparé à tous les autres films pour enfants ou quand tu es adulte, que tu vois les 20 premières minutes du film, tu sais exactement où ça va aller, quelle va être la morale, qu'est-ce qu'il faudra retenir de cette histoire. Les films Pixar, ils arrivent toujours à me perdre un peu et à me surprendre sur finalement qu'est-ce qu'on retient de tout ça, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec En Avant. J'ai été cueilli par le film. Franchement, voilà, j'ai été embarqué dans l'aventure avec ces personnages. Je pensais que ça allait parler d'un sujet et finalement, ils ont réussi à inverser la situation à certains moments pour parler d'autre chose. Et en fait, vu que ça utilise tout ce que le film a semé comme graine pour te le rebalancer à la gueule, et je l'ai vraiment réalisé en même temps que le personnage principal, et donc ça m'a fait un effet émotionnel assez fort. Donc c'est un film qui m'a vraiment touché, impacté, et qui a fonctionné sur moi, en tout cas sur le point de vue émotionnel. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais j'ai eu des moments où vraiment j'ai senti mon petit cœur se serrer dans ma poitrine et j'avais quand même les yeux qui commençaient à s'humidifier. Et ça, bah, c'est souvent le signe que Pixar touche juste quand il arrive à toucher dans les sentiments, quoi. Le film est un road trip. Et un road trip, ça peut paraître très simple sur la forme, mais souvent, ce qui pêche, c'est que les interactions, ou en tout cas les rencontres que les personnages font, n'apportent pas nécessairement grand-chose et servent plus de remplissage. Et là, c'est vraiment pas du tout le cas. Chaque interaction qu'ils ont est vraiment une épreuve qui va les faire bah, grandir, évoluer dans leur relation et vis-à-vis de leurs problématiques à chacun, aux deux frères. Et c'est très très bien fait. J'ai été vraiment impressionné par la maîtrise en fait dramaturgique de Pixar. C'est-à-dire que au sein de chaque séquence, c'est parfaitement rythmé, écrit. Il y a des retournements de situations perpétuelles qui, en plus, justement, font que les personnages bah, passent un cap à chaque fois, mais c'est amené d'une manière toujours un peu ultra ludique. Je pense notamment à une séquence où ils doivent traverser un abysse, où il y a tout un jeu avec une corde, la corde qui un coup disparaît, le frère qui n'est pas conscient de ça, et qui machin jusqu'au moment où il va se retourner. Voilà, il y a tout un jeu où tu es
t'es impliqué par ce qui se passe, mais en plus, ces étapes-là qui te génèrent une espèce de stress, ou en tout cas d'attente ou de suspense, eh ben, c'est des étapes qui, en plus, vont justement densifier le parcours émotionnel des personnages et vraiment leur faire apprendre quelque chose. Il y a la même chose avec le moment où ils ont une formule magique et ils se déguisent dans quelqu'un, il y a un rapport au mensonge. Bah voilà, tu as à la fois tout ce jeu sur est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, mais à la fois ça révèle quelque chose de leur relation du personnage et ça fait avancer finalement ce qu'est le cœur du film, qui est la relation entre ces deux frères. C'est un film qui aborde le deuil de manière frontale, hein, c'est le début du film, ça te le balance en pleine tronche tout de suite, alors c'est toujours avec une certaine distance, on est dans un film qui ne te montre pas sans plus ça, je veux dire, il t'évoque beaucoup de choses puisqu'il ne les montre, mais je trouve ça plutôt fort hein, de parler vraiment de ces deux enfants qui n'ont pas de père, il y en a un qui vit totalement dans le manque de père, l'autre qui vit dans une espèce de stagnation parce que il n'arrive pas à passer à autre chose, mais il n'arrive pas à se l'avouer non plus. Enfin, je trouve que les personnages sont quand même très très riches et ça tourne autour de cette notion de deuil et c'est traité avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse finalement pour une notion qui peut être dure et qui est compliquée à manipuler dans un film qui est pour enfants, c'est toujours un peu le truc des films d'animation. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de maturité finalement dans ce traitement-là. Et je pense que ça parlera vraiment à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et ça peut faire écho à énormément de choses qui nous sont arrivées à chacun. En tout cas, sur le rapport au deuil, c'est un des plus beaux films que j'ai vu là-dessus. Mais même si Coco était aussi... C'était pas un rapport au deuil, Coco. C'était plus un rapport sur la mort, la mémoire et la manière dont on se souvient des gens qui nous ont quittés. Donc c'est aussi un peu un film sur le deuil, Coco. Ça fait 2 films sur le deuil d'affilée. Hein. Là, il y a Toy Story 4 entre les deux, mais j'ai du mal à le compter comme un Pixar. Mais c'est aussi un film sur l'amour fraternel. Ça, c'est pas un sujet qu'on voit souvent, franchement. L'amour fraternel, cette relation qui est un peu particulière entre deux frères, entre le grand frère et le petit frère, cette espèce de je t'aime moi non plus, où tu peux manquer de respect pour un frère parce que finalement tu ne le comprends pas, tu te rends pas compte de tout ce qu'il t'a apporté, et dans l'autre sens, tu te rends pas compte, enfin tu essayes de remplacer peut-être un peu le rôle du père, et à la fois toi aussi t'as pas eu de père, donc c'est compliqué. Enfin, il y a toute cette réflexion encore une fois sur la fraternité, et c'est vraiment un sujet où je m'attendais pas. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment peu de films qui en parlent, et ça fait du bien finalement d'aborder ce sujet-là, parce que moi en tout cas ça concerne tellement de monde, ça parle à tout le monde et moi même si ça m'a pas fait penser à des choses personnelles pendant le visionnage, ça fait partie on va dire des problématiques qui me concernent, donc fatalement ça m'a plu, j'ai été impliqué. C'est marrant, les deux voix anglaises, je les ai vues en VO, et les deux voix anglaises, c'est Tom Holland et Chris Pratt, donc il y a un petit délire Marvel quand même, parce que tu as Spider-Man et Star-Lord qui parlent pendant tout le film. Donc voilà, c'était un petit détail comme ça, mais les voix sont très bonnes en tout cas en VO. Je sais pas ce qu'elles valent en français, mais en VO c'est très bien. Maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu de l'univers. Donc on est dans un univers d'heroic fantasy, mais où la technologie a pris la place de la magie. Alors, j'ai 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que je trouve que l'univers c'est peut-être un peu ce qui m'a déçu finalement. C'est-à-dire que, ok, il y a plein d'idées. Enfin, je veux dire, t'es dans un univers tout nouveau, ils vivent dans des champignons, les personnages sont bleus, ils ont des dragons, des animaux de compagnie. Enfin, mais à la fois, il n'y a pas tant de détails que ça finalement. C'est-à-dire que on n'est pas dans un univers où tu sens que tout a été pensé en adéquation avec les règles de ce monde, quoi. Je donne des petits détails idiots, mais par exemple, le flic qui a un centaure, il a une voiture de police. Donc tu te dis, ah ok, super, mais la voiture de police, à un moment, il veut en sortir, il galère parce que tu sens qu'elle n'est pas adaptée à un centaure, c'est une voiture comme nous, quoi. Et ça, c'est l'autre truc, je trouve ça bizarre. C'est-à-dire que tu crées un univers, ok, il y a des centaures dans ton univers, fais une voiture pour les centaures, quoi. En plus, tu t'amuses à créer ça. Et ça me fait penser un peu, je pense que le film Talker en a parlé, parce qu'on s'est eu au téléphone, mais voilà, il y a ce rapport aux parents de Zootopie, en effet, ils ont pensé chaque véhicule pour chaque animal, avec leur taille et tout ça. Et là, je n'ai pas senti ça. Je sens un univers qui est riche, qui a beaucoup de potentiel, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui vraiment m'a fait dire, genre, oh putain, quelle super idée, ça se passerait totalement comme ça, c'était le cas. Tu vois, je pense par exemple, il y a des fées, qui sont des tout petites fées, et elles sont sur des Harley Davidson, mais bon, c'est bizarre en fait, parce que pourquoi Alors oui, c'est rigolo, elles sont 8, elles peuvent conduire une moto à 8, machin, mais tu vois, c'est pourquoi elles seraient sur des Harley, des fées, pas est-ce que c'est des bikeuses, mais pourquoi elles n'auraient pas toutes des petites motos à leur taille, enfin bon, ouais, il y a une espèce de manque de jusqu'au boutisme en fait, sur la construction de l'univers, qui finalement
Et peut-être ce qui m'a le plus déçu, même si le film reste quand même très, très agréable, et je veux dire, il y a quand même plein de choses à se mettre sous la dent, et tout ce délire d'Heroic Fantasy reste très, très sympathique, quoi. Mais c'est pas aussi poussé que ça aurait pu l'être. Et la deuxième chose que je voulais dire dans cet univers, c'est cette espèce de délire où la technologie aurait remplacé la magie. Alors évidemment, là, on a envie de faire un parallèle avec notre monde, avec notre société, on a envie de se dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire sur notre société avec ça. Alors je pense que c'est compliqué à interpréter, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté évidemment d'expliquer qu'il faut continuer à rêver, qu'il faut continuer à voir la magie dans le quotidien, à pas s'enfermer sur nous-mêmes, parce que d'un coup les choses deviennent trop faciles et on oublie, on perd en fait le savoir-faire peut-être. Voilà, au lieu de... Après c'est très bizarre parce que tu rentres dans un délire, au lieu d'avoir des choses qui nous sont prémâchées par la technologie, avant on apprenait à le faire nous-mêmes peut-être, c'était un peu ça, un espèce de retour aux transitions artisanales, orchestrales. Il y a aussi peut-être une volonté aussi d'expliquer que finalement cette envie de rêver, ce côté de laisser la magie présente, est-ce que ce ne serait pas aussi une volonté de renoncer au cynisme? C'est vrai qu'on est dans une époque que je trouve extrêmement cynique, où les choses ont besoin d'être perpétuellement, on va dire, tournées en dérision pour réussir à finalement se justifier. Et peut-être que le film nous dit qu'en fait, non, le premier degré aussi, c'est bien. En fait, on peut être dans un monde où finalement, le premier degré, de croire fondamentalement à ce qu'on raconte, de croire au monde qu'on crée, de croire aux blagues qu'on fait, de ne pas être perpétuellement en train de s'excuser de les faire ou de se dire non mais c'était une blague, tu vois. Finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la clé du truc, quoi. Donc un retour aussi à un état d'esprit plus simple. Et même si c'est pas dit dans le film, j'ai senti cette espèce de de vibe, quoi. Parce que c'est vrai que les personnages secondaires ont des espèces d'arches, hein, et ils retrouvent aussi une espèce de manière de se détacher de leur emprise de la technologie, ou en tout cas du monde qui les a changés. Je pense qu'il y a une Manticore qui est devenue une serveuse de restaurant, qui a totalement perdu et oublié qui elle était, cette espèce de grande guerrière qui faisait peur au monde et qui vivait des aventures extraordinaires. Et maintenant, elle tient un restaurant, tout ce qu'il y a de plus bateau. Et tu sens qu'elle est, elle est oppressée par un système qui a diminué qui elle était, quoi. Et je pense qu'il y a ce retour à... Le film te propose de vraiment revenir aux sources, de quitter et de t'accepter pleinement. Donc c'est des messages qui sont plutôt franchement vertueux et qui font du bien. Après, ça casse pas trois pattes à un troll, mais je veux dire, ça m'a quand même donné pas mal de réflexion. Et sortir d'un film d'animation en ayant quand même des espèces de zones grises sur lesquelles ma compréhension n'était pas totale, mais j'avais des manières de l'interpréter. Et c'est toujours bien. Et avant de terminer, il y a deux petits trucs que je voudrais évoquer. On a un sidekick rigolo dans le film, c'est quand même souvent le cas dans les films d'animation. Et c'est marrant parce que depuis quelques années, Disney Pixar, parce que je mets un peu les deux dans le même panier, ils ont une habitude de mettre des sidekicks de plus en plus minimalistes, quoi. C'est-à-dire que je pense par exemple à Vaiana où c'était juste un poulet qui faisait rien et qui arrivait à être drôle. Et là, on est sur un sidekick où c'est vraiment une paire de jambes, quoi. Une paire de jambes qui n'est capable de dégager aucune émotion, et pourtant ça arrive quand même à fonctionner. Ils arrivent quand même à en faire beaucoup de petits gags rigolos avec. Donc je suis quand même, franchement, ce serait intéressant. Je vais peut-être me pencher sur le sujet des sidekicks parce que il y a eu une évolution entre, par exemple, je pense à Mouchou ou Yago qui sont des sidekicks, même si Yago c'est un peu un méchant, mais Mouchou qui est par exemple le sidekick ultra loquace, machin, qui est le sidekick rigolo. Et on a bon, après il y avait le tapis aussi et le singe dans Aladdin, mais voilà. Et on a vraiment transitionné vers des sidekicks de plus en plus minimalistes. Et je trouve ça assez fort. Et la toute dernière chose que je voudrais évoquer, je pense que ça va être dit un peu partout, on a évidemment le premier personnage homosexuel, je pense, dans un film d'animation Pixar ou Disney, ouvertement homosexuel. Alors c'est un peu comme dans Avengers Endgame, c'est au détour d'une petite phrase. Donc c'est cette volonté de progressisme, mais que je trouve toujours un peu timorée quand même, hein. Donc c'est un pas en avant et à la fois pas un très 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 gros pas, quoi. Donc pour clôturer, on est quand même sur un bon Pixar. On est sur un Pixar qui est clairement dans la moyenne haute des films Pixar. On est bien en dessous de Coco pour moi ou de vice versa, mais ça reste quand même un bon cru. Voilà, on est sur un projet original qui vous enverra dans un monde extraordinaire et avec une belle aventure, avec des personnages attachants. Écoute, je pense que c'est quand même globalement une belle réussite. Donc n'hésitez pas à me dire par contre ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film dans la section commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!